Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je vous ai pas dit, j'adore les films. Aujourd'hui on va parler du film Birds of Prey, où Birds of Prey est la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, dans sa version longue, ou en anglais Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Encore un exemple de la capacité des traducteurs de titres de films en français à dénaturer complètement le sens original du titre. Birds of Prey est sorti en mars 2020 et a été réalisé par Cathy Yan. Nous sommes en janvier 2021 et ce film a donc le privilège d'être le dernier que j'ai pu voir à ce jour au cinéma. Est-ce que ça valait le coup? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Birds of Prey, de quoi ça parle? On est dans l'univers de DC Comics, à Gotham City, ville de super-héros tels que Batman, mais également de super-vilains. Parmi ceux-ci, on suit Harley Quinn, autrefois assistante, complice et compagne du Joker, le pire méchant de la ville. Autrefois cependant, car ils sont maintenant définitivement séparés. Tandis que Harley s'habitue à sa nouvelle vie de criminelle célibataire, elle doit gérer avec tous les autres voyous de la ville, qui profitent qu'elle n'a plus de protecteur pour essayer de se venger d'elle. En parallèle, une ancienne affaire de règlement de compte et de diamants volés vont faire intervenir différentes personnes, parmi les membres pas les plus reluisants de la ville, criminels, pickpockets, assassins et certains flics aux méthodes plus ou moins efficaces. Bien entendu, la route de tout ce petit monde va se croiser, et ça va faire boum. Un peu de contexte. J'ai eu l'occasion de le revoir pendant les vacances de Noël et je n'ai pas hésité car je l'avais vraiment adoré. C'est la première fois dans ce podcast qu'on parle de films de super-héros, ce qui est un large sujet, et je vais donc être honnête dès maintenant, je ne suis pas spécialement fan de films de super-héros à la base, à quelques exceptions près. Je dois dire que la plupart des Marvel m'ennuient terriblement et les quelques DC que j'ai vus ne m'ont pas vraiment laissé un souvenir impérissable. Et je ne dis pas ça pour émettre un jugement qualitatif sur ce type de film, ni sur les gens qui les aiment. J'aime plein de films un peu obscurs pour ma part, vous vous en rendrez bien compte si je peux continuer ce podcast assez longtemps. Simplement, en général, moi, dans mes goûts personnels, je n'accroche pas trop à ce type de film, c'est tout simplement pas pour moi. Mais à toute règle, il y a des exceptions, et la bande-annonce de Birds of Prey m'avait bien fait de l'œil et semblait proposer quelque chose de fun et d'un peu différent. C'est pourquoi je suis allée le voir à l'époque et le film ne m'a pas déçu. Mais original ou pas, il s'agit d'un film de super-héros dans une époque qui en fait beaucoup, et je pense que c'est l'occasion de faire un petit peu d'histoire du cinéma. L'histoire étant un bien grand mot, mais je pense qu'il est intéressant de faire un petit historique de ce type de film qui représente maintenant quand même une grande part du paysage cinématographique actuel. Le film a en lui-même une histoire assez intéressante, et sa réalisation n'était pas gagnée d'avance. Le film a été réalisé par Cathy Yan, une réalisatrice sino-américaine qui a réalisé quelques courts-métrages et un autre film, Dead Pigs. Celui-ci n'est pas sorti en France et je ne l'ai pas vu, mais il a reçu le prix spécial du jury au festival Sundance. C'est là que les producteurs de Birds of Prey, et en particulier Margot Robbie, l'ont remarqué et lui ont proposé d'être la réalisatrice du film, intéressée notamment par sa capacité à faire évoluer plusieurs personnages dans ce qui allait clairement être un film choral. Il est également intéressant de faire un rapide historique de ce type de film, à savoir les films de super-héros, puisqu'ils représentent une part importante du paysage cinématographique actuel. Quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire au début des années 2000, on a eu quelques films intéressants, notamment des adaptations des comics X-Men qui ont eu un certain succès, et quelques années plus tard, l'adaptation du film Iron Man qui a eu un franc succès. Peu après, la licence Marvel dont est tiré Iron Man a été rachetée par les studios Disney, et le paysage hollywoodien a commencé à subir des transformations conséquentes. Disney a lancé le projet des films Avengers, un projet à la qualité discutable mais dont on doit reconnaître l'ambition et le gigantisme, et qui en plus d'impacter durablement le paysage cinématographique et la façon de faire des films d'action, nous a fourni pour le meilleur ou pour le pire une palanquée de films de super-héros. Au point que l'adaptation des licences de super-héros est devenue d'une part une source d'argent gargantuesque, et d'autre part un passage presque incontournable pour les autres studios. On n'a pas vraiment le temps de faire un historique des systèmes d'édition des bandes dessinées ou comics aux États-Unis, et ce n'est pas vraiment le sujet, mais il y a deux gros éditeurs historiques qui fournissent le gros de la production dans le pays. En particulier en ce qui concerne les super-héros, si Disney fait son beurre avec donc les super-héros de chez Marvel, les personnages du concurrent DC Comics se voient adaptés par la WB, Studio Warner Bros., qui se trouve être un des derniers gros studios de cinéma aux États-Unis à pouvoir concurrencer Disney maintenant que ces derniers ont racheté les 3/4 des États-Unis. Concurrence Marvel DC Comics, concurrence Warner Bros Disney et place de Disney dans le paysage cinématographique hollywoodien, il y a déjà pas mal de sujets en jeu, mais on ne s'arrête pas là pour autant. Suite au succès assez historique des films de la licence Marvel, le concurrent Warner Bros s'est donc senti obligé de sortir sa propre ligne de films de super-héros. Il dispose de licences DC très aimées, en particulier celles des Batman et des Superman, qui ont déjà un certain historique d'adaptation cinématographique et, de façon générale, sont connus et souvent appréciés du public. Seulement, ils ont fait face à plusieurs handicaps. En particulier, ils ont beaucoup attendu avant de sortir leur premier film et les spectateurs sont devenus beaucoup plus critiques sur les adaptations de super-héros, la qualité des films Marvel ayant fluctué et n'étant pas toujours au rendez-vous. D'autre part, Superman et Batman en particulier ont donc déjà été beaucoup adaptés au cinéma, de plein de façons très différentes, et ils devaient trouver un moyen de se démarquer à la fois des anciens films, mais également du style Marvel. Les films de la série DC ont donc un ton résolument plus sombre et un traitement semi-réaliste, mais pas trop non plus parce qu'on n'est pas en train de singer Nolan,
avec des traitements de personnages un chouïa plus poussés et souvent un peu plus sombres. S'en est ensuivi une série de films à la qualité une fois encore discutable sur lesquels je ne me prononcerai pas car, pour tout vous dire, je n'en ai pas vu la plupart, et que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je ne suis donc pas vraiment légitime à donner mon avis, mais je sais qu'ils ont subi des accueils mitigés pour des raisons parfois valides et parfois un peu moins. Ce qui est sûr, cependant, c'est que Warner Bros prend un peu plus de risques et tente un peu plus de choses avec ses films que ne le fait Disney avec Marvel. En tout cas que Disney l'a fait pendant très longtemps, maintenant ils essaient de faire des choses un petit peu différentes, mais on sait pas encore la folie. Et donc Warner Bros a fait ça n'a pas toujours eu beaucoup de succès, et ils n'ont pas toujours non plus pensé employer un scénariste, qui est pourtant une astuce intéressante quand on veut réaliser des films. Mais bon, je m'égare. Et ça fait beaucoup d'explications, et on n'est toujours pas en train de parler du film. Patience, on y va. Parmi leurs expérimentations, ils ont eu l'idée de créer un film qui serait basé sur les méchants de l'univers, et c'est ainsi qu'après moult problèmes de production voit le jour le film Suicide Squad, un film unanimement décrié comme le plus mauvais de la série, et malheureusement un des plus mauvais films que le monde ait jamais porté. Réussissant tout de même ce beau geste de réunir l'ensemble de la communauté des fans de super-héros dans un même élan de rejet consterné. Tout n'est pas à jeter cependant dans ce film car tout le monde est d'accord pour saluer la prestation de Margot Robbie en Harley Quinn, très drôle et déjantée. Celle-ci s'était beaucoup investie dans ce personnage qu'elle apprécie beaucoup et elle était un peu blasée de voir la faible qualité et le peu de succès du film. De fait, à ce moment-là, les films devant présenter la suite des aventures de son personnage semblaient un petit peu enterrés. Qu'à cela ne tienne, elle est passée productive et a récupéré du même coup la main et les décisions créatives sur le projet. Flash forward vers le festival Sundance où elle trouve la réalisatrice idéale, la fameuse Cathy Yan donc, et on part pour un film fun, original, créatif et tout simplement très divertissant. Ouais, ok, il semble que ce que j'ai présenté au départ comme un petit film soit le fruit de bien des événements, et il y a bien des histoires autour de lui. Tout ça est très intéressant et j'espère que vous ne vous êtes pas endormis, mais qu'en est-il du film lui-même ? On peut remercier Warner Bros pour avoir tenté de faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on peut voir habituellement dans les films de super-héros, ou en tout cas pour avoir laissé la main libre à des gens un peu différents de ceux qui font habituellement ce type de film. Le pari est-il réussi ou pas ? Tout d'abord, Birds of Prey est, comme je l'ai dit, un film choral, c'est-à-dire qu'on suit plusieurs personnages qui ont des importances plus ou moins égales. Si Harley Quinn et son émancipation restent le cœur du film et sa trame principale, puisqu'elle l'ouvre et que sa résolution le conclut, les autres personnages, et notamment la future équipe des Birds of Prey, ont droit à leur propre temps d'écran et ont toutes des trames narratives assez poussées à résoudre. Toutes ces histoires se croisent et se recoupent pour mener un affrontement final avec un même antagoniste qui a lui aussi droit à son propre développement, même s'il est moindre, mais il est bien écrit, il a un but, il a des objectifs, il a un caractère, on n'en demande pas plus. Alors oui, sans doute, de base, le scénario, c'est pas du Hitchcock, mais pour mettre en scène tous ces personnages et toutes ces histoires, il fallait quand même un petit peu de travail. Surtout que Cathy Yan ne se contente pas de relater les faits de façon linéaire, mais nous raconte les faits d'une façon beaucoup plus dynamique que les fans de Tarantino apprécieront, avec des retours en arrière, des avances rapides, des brisages de quatrième mur, des flashbacks, des souvenirs, du méta, en veux-tu, en voilà. C'est un choix risqué car raconter un film de cette façon peut vite devenir confus et assez lourd. Heureusement, les producteurs et productrices ne se sont pas trompés en mettant Cathy Yan à la réalisation, puisqu'elle arrive à nous raconter son histoire avec brio, de façon très dynamique, sans qu'on soit jamais perdu sur qui est qui veut quoi, qui en est où dans son histoire, et ainsi de suite. En plus de ça, le film est très créatif, on n'a jamais deux fois les mêmes scènes d'action, on s'arrange toujours pour qu'il y ait un élément particulier dans les armes, dans le décor, en impliquant des voitures, des rollers, ce que vous voulez. La créativité transpire pas mal du film d'ailleurs, que ce soit dans les décors, les costumes, on voit que tout a été pensé de façon assez détaillée, et de façon générale, on voit des trucs un peu originaux, qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, et ça fait plutôt plaisir. Au milieu de tout ça, les acteurs font bien leur boulot, en particulier Margot Robbie qui joue donc Harley Quinn et Ewan McGregor qui joue l'antagoniste. On sent déjà qu'ils ont bien travaillé leur personnage et ensuite qu'ils s'éclatent, ils s'amusent, ça fait plaisir à voir et leur plaisir est contagieux. Par ailleurs, il est intéressant de noter que depuis quelque temps le personnage d'Harley Quinn est assez à la mode et a eu droit à plusieurs séries et comics centrés sur elle et souvent plutôt bons. J'avoue que je ne suis pas une spécialiste, j'en ai juste lu quelques-uns par-ci par-là. Je ne saurais pas vraiment vous guider parmi les divers titres qui existent, mais j'ai repéré quelques éléments qui sont des clins d'œil directs à ce qui se passe dans les comics en question. Et c'est sans doute bon signe quant à l'implication des scénaristes dans le personnage. Et pour finir, niveau inclusivité, là, on se fait plaisir. En plus d'être réalisé par une femme, et qui plus est une femme de couleur, la grosse majorité du casting est féminin, avec plusieurs personnages de couleur également. Autant vous dire que le Bechdel texte est explosé. À la limite, on pourrait dire qu'il n'y a pas de relation LGBT+, vraiment mise en avant. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de relations mises en avant tout court. À part le méchant qui semble un peu codé gay avec son assistant. En même temps, les acteurs eux-mêmes sont pas sûrs et ont mis en avant le fait que ce n'est pas vraiment une relation amoureuse mais plutôt une relation un peu toxique, ce qui est cohérent avec les personnages également. Donc ce n'est pas absurde. En tout cas, le casting est vraiment cool, c'est un bonheur de les suivre et de voir tous ces persos féminins cool, différents, bien écrits, avec de vraies préoccupations intéressantes comme leur carrière, des vengeances sanglantes ou leur petit déjeuner. Au-delà de ça, il est vraiment intéressant de voir la façon dont les personnages, et donc pour la plupart les personnages féminins, sont écrits. Bien sûr, le fait de mettre une femme à la réalisation n'est pas toujours un gage de qualité, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de fans qui ont pu influencer la façon dont était conduite le film, et c'est quand même assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Les personnages sont peu sexualisés, en tout cas c'est jamais leur caractéristique principale. Elles ont tout un background qui leur est propre, elles ont des motivations très claires, elles sont bien détaillées.
C'est vraiment des personnages, c'est pas juste des objets, et c'est pas juste des meufs qui sont là, c'est des personnages. C'est vraiment très rafraîchissant. Même si les choses évoluent de nos jours, on voit pas si souvent ça. Et surtout, je trouve qu'on ne le voit pas forcément dans le cinéma de divertissement et les films d'action. Bien sûr, on voit souvent des films qui parlent des problèmes des femmes, de leurs relations, de machin, du fait d'être une femme dans une société, etc. Mais dans un film qui est juste fun et sympa et marrant, on est là pour se détendre. C'est rare d'avoir un personnage de meuf qui est le personnage, qui est pas juste réduit à sa condition de femme, et qui souffre pas du fameux malgache, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle a été écrite et qu'elle est vue par des mecs et qu'elle a été écrite pour être vue par des mecs. C'est juste des persos cool et trop fun, qui ont plein d'émotions intéressantes auxquelles on peut s'identifier et qu'on peut comprendre et suivre et apprécier. En plus, elles ont des looks et des designs hyper cool. Comme je disais, le scénario, c'est quand même un scénario de film d'action, c'est peut-être pas l'histoire du siècle, mais il est bien maîtrisé, même s'il est pas très compliqué, il n'y a pas vraiment de trous. Malgré la narration assez éclatée, on arrive à recoller tous les morceaux. Il y a une progression pour tous les personnages, il y a une conclusion pour tous les personnages. Ils sont tous écrits et pas trop clichés, enfin ils ont tous été un petit peu réfléchis, même l'antagoniste, qui est un très bon antagoniste, je trouve, il est à la fois drôle et flippant. C'est juste bien fait, quoi, c'est vraiment sympa, c'est jouissif, on passe un bon moment devant une bonne histoire, pas trop con, et qui fait bien les choses, voilà, tout simplement. Ce pauvre film a subi pas mal de revers à sa sortie. Déjà, malheureusement, il est donc sorti en février 2020, et du coup son exploitation en salle a été interrompue assez brutalement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, c'est le dernier film qu'ils ont vu au cinéma, et les salles de cinéma ont fermé un peu tôt pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Et de plus, il souffre un peu de la réputation de Suicide Squad qui l'a précédé, et du fait que les gens deviennent maintenant hyper critiques sur les films de super-héros. Enfin, c'est un petit peu compliqué d'en faire et de parler avec des gens qui ont un avis objectif sur le sujet. Et de façon générale, il s'est pris un certain nombre de retours un peu négatifs, et je trouve assez injuste, parce que si... Peut-être que vous aimez pas les films d'action de base, ou les films de super-héros, quoi que ce soit, je peux très bien comprendre. C'est sûr que c'est pas un film indé, c'est pas forcément des thématiques hyper profondes, mais c'est quand même un petit peu au-dessus du lot de ce type de film. Et surtout, ça propose des choses intéressantes et on peut pas dire que ce soit mal écrit ou mal travaillé. Alors oui, bien sûr, c'est peut-être pas les thèmes classiques, et c'est peut-être pas le type de personnage qu'on voit classiquement, et c'est peut-être pas Batman, c'est peut-être pas des mecs badass. C'est sûr que le personnage masculin, c'est un personnage de méchant, et il est pas glamourisé, quoi. Il est juste méchant et instable, et des fois un peu ridicule et des fois un peu flippant. Mais on sent que vraiment il y a du travail derrière, quoi. Les gens qui ont fait ce film, ils aimaient leur projet, les acteurs ils kiffent leur personnage, et les gens qui ont bossé sur le projet, ils croyaient plutôt bien en ce qu'ils faisaient, et ils ont fait du bon boulot, tout simplement. C'est un peu hypocrite de dire le contraire. Même si on n'apprécie pas le type de film, on peut vraiment pas leur enlever ça. Et pour conclure, j'ai pas vraiment envie de dire que c'est un film féministe, parce que c'est vraiment ouvrir un débat hyper compliqué. C'est quoi un film féministe ? Le fait qu'il ait été écrit ou produit, ou qu'il y ait beaucoup de personnages féminins, c'est pas forcément un gage de qualité. Je veux pas réduire le film à des problématiques qui concernent que les meufs, parce que je pense qu'on peut vraiment l'apprécier pleinement et passer un bon moment, peu importe son genre ou ses convictions. Mais clairement, c'est un film qui traite pas les personnages féminins de façon cliché, et qui en fait des vrais personnages. Bien que le titre français ait un peu effacé ça du titre, dans le titre original, on parle d'émancipation, et clairement pour Harley Quinn, on parle de s'émanciper de l'influence d'un homme dans sa vie pour apprendre à être elle-même et à exister par elle-même. C'est clairement son parcours. Et c'est fait de façon plutôt intelligente et pas cliché, donc même si c'est un film plutôt d'action et de divertissement, il y a quand même des thèmes un peu intéressants et qui sont bien traités, tout simplement. Voilà, je crois que c'est un des plus longs épisodes de podcast que j'ai fait, alors qu'au début je ne pensais qu'il durait vraiment pas longtemps. Mais il y avait plein de choses intéressantes à dire. J'ose même pas commencer à parler de la bande-son qui est super bien. Vous pouvez aller l'écouter sur YouTube ou sur Spotify, d'ailleurs elle s'écoute très bien, même si vous aimez pas les musiques de film, il y a plein de morceaux très cool. Elle accompagne très bien le film, bien sûr. Pour résumer, Birds of Prey, franchement c'est un bon film, quoi. C'est fun, c'est bien fait. Je l'ai revu là avec grand plaisir, et je vous recommande d'aller le voir. A priori, vous allez passer un bon moment, au minimum. Je pense qu'on a pas mal parlé, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Je vous ai pas dit, j'adore les films. Bonne journée, bonne soirée, et à très bientôt.